fin donc me donner des tableaux de bord qui tiennent la route, d'autant plus que ça fera l'objet d'une évaluation. Ok? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre au point des informations qui vont vous permettre à tout moment de connaître la capacité de production de vos machines. Ça, c'est un point très important. C'est fonction du nombre de machines F, ok, essentiellement du nombre de machines F, c'est lui qui détermine la capacité de production, du fait aussi que vous ayez recours aux heures sup ou pas, de la double équipe aussi, ok. Donc à vous de regarder ce que vous allez prendre comme décision. En tout cas, moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reconstituer je vais utiliser les données de la période 0 pour pouvoir retomber sur mes calculs. Ok, je vais prendre les données de la période 0. Ok, ce que je sais, c'est qu'en période 0, j'avais une capacité de produire, j'avais 4 machines F, chaque machine fabriquait 750, ce qui me fait une capacité de 4 fois 750. Ok, ça c'est un point très important. Maintenant, vous, allez-vous faire des investissements dans des nouvelles machines F? C'est-à-dire que est-ce que vous allez vendre des machines? Ok. Donc ça, c'est susceptible de modifier la capacité de production, n'est-ce pas? Ce sont des décisions que vous allez prendre. Ok. Maintenant, ça c'est une première chose. La deuxième information importante, c'est quel est le niveau de production que vous allez programmer. Ça, c'est une décision. Ok? Ça, c'est une décision d'investissement. Est-ce que j'achète des nouvelles machines? Oui, combien? Est-ce que je vends? Oui, combien? Combien est-ce que je veux fabriquer? Ok? Donc là, moi, en période 0, on a décidé de fabriquer, décidé d'un niveau de production qui est égal à la capacité de production. C'est une décision. J'aurais pu fabriquer plus via les heures supplémentaires ou fabriquer 2 fois plus via la double équipe. Ok? J'aurais pu acheter des machines qui m'auraient permis de fabriquer plus, etc. Maintenant, si ma capacité est de 3000 et si je fabrique 3000, alors quel va être l'impact sur ma structure de coût? Moi, en tant que directrice du pôle production, mon job, entre autres, ça va être d'avoir un peu une idée, de calculer le coût de production des produits. Quand ils sortent de mon usine, combien ils coûtent? Prix usine, ok? Donc pour ça, il va falloir que je calcule, numéro 1, je calcule le coût de production. Ça, c'est l'étape numéro 1. Très important. Dans le coût de production, qu'est-ce que j'ai? C'est-à-dire, là, je suis dans l'usine. Hein. Oubliez le marketing, oubliez le financier, le comptable, l'administratif. Je suis dans l'usine. Qu'est-ce qu'il y a dans l'usine? Il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui œuvrent à la fabrication de produits. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 20 ouvriers. Il me coûte combien en salaire? 4160. Plus j'ai un contremaître. Il me coûte combien? 5246. Plus j'ai un directeur de production. Il me coûte combien? 10 500. Ce qui me fait 98 946. On est d'accord avec ça?
Dans la main-d'œuvre de production, j'ai mes ouvriers, j'ai mon contremaître, j'ai mon directeur de production. Maintenant, bien évidemment, si vous achetez une nouvelle machine et que vous la mettez en activité, eh bien, au lieu d'avoir 12 ouvriers, vous aurez 15 ouvriers. 15 plus les 8 dans la machine D, ça me fera 23 ouvriers. OK? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vais enlever le détail. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les amortissements. J'ai l'amortissement de la machine D. J'ai l'amortissement des machines F. Et j'ai l'amortissement de ma construction. Pour calculer l'amortissement, j'ai besoin de plusieurs informations. J'ai besoin de savoir à quel prix j'ai acheté les machines où j'ai financé la construction. Quelle était ma valeur d'achat? J'ai aussi besoin de connaître la durée d'amortissement, la durée de vie et la méthode pour calculer l'amortissement. Ici, c'est la méthode linéaire. La machine D, je l'ai achetée 60 000 euros. C'est ma valeur d'achat. C'est marqué dans le manuel. Et je considère que cette machine D, je vais l'utiliser durée de vie 10 ans. C'est marqué dans le manuel. Mais comme je raisonne ici par trimestre, 10 ans, ça fait 40 trimestres. Donc 60 000 divisé par 40. Et c'est une méthode linéaire, c'est-à-dire qu'à chaque trimestre, je constate en amortissement 1/40 du prix d'achat de ma machine. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le coût de production, je ne mets jamais l'investissement. Je ne mets que l'amortissement, c'est-à-dire la dépréciation de mon investissement. OK? Si par exemple j'avais acheté une voiture qui m'avait coûté 20 000 euros et que je considère qu'à chaque trimestre elle perd 1/5, OK? Eh bien, dans le coût, je ne vais pas mettre la valeur de la voiture, je mets juste l'amortissement, la dépréciation. OK? Ça, c'est pour la machine D. Pour les machines F, j'en ai 4. 4 machines F fois combien? Alors, je vais peut-être ici marquer, OK, 4, parce que j'ai 4 machines. Fois, je les ai achetées combien? 30 000. C'est ma valeur d'achat. Quelle est la durée de vie? 40 trimestres, c'est-à-dire 10 ans. Voilà. OK, donc en période 0, c'est la dépréciation qui est en cours, parce que c'est une perte de valeur. Quant à la construction, la valeur d'achat, c'est 240 000. Dans le manuel, on m'explique qu'elle est amortie sur 40 ans, soit 160 trimestres. OK? Est-ce que vous avez des questions sur l'amortissement? OK, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai l'entretien. C'est marqué dans le manuel. Alors, l'entretien, on me dit que c'est les quantités fabriquées, soit 3 000, fois 60 centimes. Alors, vous allez me dire, c'est quoi l'entretien exactement? C'est... il y a des fournitures consommables, électricité, l'eau, tout ce qui est lié à l'entretien des machines, de l'entrepôt, etc. OK? Ça fait 60 centimes par unité fabriquée. Et enfin, le plus important, c'est la consommation de mes matières premières. Parce que je ne fabrique pas des produits avec du vent, OK? Je fabrique mes produits avec de la matière première. Alors, c'est quoi la matière première? Dans le manuel, on m'explique que pour fabriquer 3000, j'ai besoin de 3 fois plus de matière première. Donc, du coup, ça va être 3000 fois 3 fois la valeur de la matière première. Le problème, c'est que pour calculer la valeur de la matière première, il va falloir que je fasse un petit tableau intermédiaire.
Alors, ce tableau intermédiaire, c'est quoi? Je vais le mettre ici. OK. Stock des matières premières. À chaque fois, je peux le mettre là, je peux le mettre là. Ça va pouvoir. Stock des matières premières. À chaque trimestre, il y a un début de trimestre, pendant le trimestre et la fin du trimestre. Le début du trimestre, j'ai un stock initial de matières premières. Ensuite, au cours du trimestre, j'ai acheté de la matière première. Au cours du trimestre, je vais consommer de la matière première. C'est-à-dire que je vais utiliser la matière première pour fabriquer mes produits. Et à la fin du trimestre, il me restera un certain stock final. Maintenant là, moi, il faut que je suive quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? D'abord, les unités. Combien j'ai besoin d'acheter, combien je vais consommer, qu'est-ce qui me restera à la fin. Ensuite, ce que j'ai besoin de savoir, c'est combien ça me coûte à l'unité. Et ce que j'ai besoin de savoir aussi, combien ça me coûte en tout, valeur totale. On est OK? Pour ça, j'ai besoin d'aller sur le site web. Donc, je vais faire un nouveau partage pour aller sur le site web et retourner en période 0 parce que moi, je suis en train de reconstituer les calculs de la période 0. OK? Donc, en période 0, quand je clique sur mon rapport de production, mon stock initial de matières premières, c'est 200 à 13,52. Et ensuite, j'ai acheté 15 000 à 13,52. C'est ça, j'ai besoin de ces deux informations. OK? Donc, je retourne sur ma feuille Excel. J'avais au début 200 unités à 13,52. Donc là, je fais ça fois ça. OK? Au cours de la période 0, j'ai décidé d'acheter 15 000. À quel prix je les ai achetés? Le même prix. Ça aurait pu être différent. Hein? Et maintenant, par rapport à mes décisions, moi, j'ai décidé de fabriquer 3 000. Combien je vais consommer? Eh bien, 3 000 fois 3. À combien est-ce que j'ai? OK. Maintenant, mon stock final, c'est forcément ce que j'ai au début, plus ce que j'ai acheté, moins ce que je vais consommer. OK. Donc, la consommation de ma matière, quelle est la valeur de la consommation? Eh bien, je vais calculer une moyenne pondérée. Je vais dire que c'est égal à valeur du stock initial plus valeur des achats, le tout divisé par, ouvrez la parenthèse, quantité en stock initial plus quantité achetée, fermez la parenthèse. Là, c'est pas très intéressant parce que je retombe sur le même coût parce que j'avais au départ un même coût. Mais imaginez que si au lieu d'acheter à 15 000, j'avais acheté à 12, ben mon coût moyen serait plus faible. Et c'est pas ce qu'on a fait. Donc, le stock qui me reste à la fin, il est valorisé au CUMP. Donc, ça, c'est mon CUMP. Coût unitaire moyen pondéré. Coût unitaire moyen pondéré. Donc, je reviens sur le calcul du coût de production. Je vais insérer peut-être ici. Je reviens sur mon calcul de coût de production. Quel est le coût, dans le coût de production, combien ça m'a coûté la matière première? Mais égal
121 680. Donc, si je fais le total, ça me fait 228 426. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le coût d'un produit. Donc, le coût de production unitaire, c'est le total de 128 000 divisé par les quantités fabriquées. Ce qui me fait un coût de production de 76,14 €. Donc là, en tant que responsable du pôle production, je peux aller voir la direction générale ou annoncer à l'équipe des ouvriers du contremaître que le coût de production, quand le produit est fabriqué dans l'usine, le coût est à 76,14 €. C'est super important. C'est une information clé qui est susceptible d'orienter la politique de prix, qui est susceptible d'orienter la politique marketing, etc. OK? Maintenant, je vais le faire là. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Pas de questions? Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Donc, maintenant, je continue. Moi, ce que je dois gérer, c'est des stocks de matières premières. Mais je dois également gérer des stocks de produits finis. Donc, je vais copier-coller pour ici suivre les stocks de mes produits finis. Alors là, pour le moment, je n'ai que le produit. Tout ça, c'est faux. OK. Ça, c'est faux. OK. Bien évidemment, voilà. Donc, pardon. Voilà. Donc, tout comme les matières premières, si je retourne dans mon rapport de production, je vais voir qu'au début de la période 0, j'avais un stock initial. Donc, je retourne. Rapport de production, effectivement, j'ai 2698, un stock initial de 2698, valorisé à 75,89. Ça, c'est quand je débarque dans la boîte, c'est ce que je trouve. Hein. On va faire le point sur les stocks. Mais tiens, il y a 2698 profilés métalliques dans l'entrepôt. OK, bon, au fond à droite, OK. Et si je vais regarder les états, hein, les états comptables, le contrôle de gestion, ben je sais que c'était valorisé au bilan 75,89. Moi, maintenant, j'arrive et j'ai décidé de produire combien? Mes produits, c'est moi qui les ai fabriqués. Je n'ai pas été les acheter en Chine ou en Birmanie. Je les ai fabriqués dans mon usine. Donc, je viens de fabriquer 3000 produits. Quel est le coût de production? Je viens de le calculer. C'est 76,14. OK? Maintenant, moi, c'est bon là, donc je viens de fabriquer 3000. Maintenant, moi, pourquoi est-ce que j'ai fabriqué des produits? C'est pas pour en faire la collection, c'est pour les vendre, on est d'accord. Donc, au moment où je fabrique, je fais des prévisions de vente. Il faut que il faut que le marketing me donne les prévisions de vente. Donc, le marketing me dit qu'il prévoit de vendre 2008. OK? Bon, il faut que c'est ce qu'on a vendu. Hein. La question est, c'est
les produits que je viens de vendre, là, 2008, quel est le coût de production des produits que je viens de vendre? 75,89 ou 76,14 ou la moyenne pondérée? Ici, c'est la moyenne pondérée. Alors, il faut savoir que dans l'entreprise Polytech, nous, on a retenu comme méthode la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Mais dans la vraie vie, il y a de plus en plus de boîtes qui utilisent d'autres méthodes de valorisation, telles que par exemple la méthode FIFO. Vous en avez entendu parler? FIFO, ça veut dire First In, First Out. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que ici, les 2008 que j'ai vendus, sur les 2008 que j'ai vendus, il y a 2698 dont le coût était à 75,89 et le solde dont le coût était à 76,14. Ok, bon, nous ici on fait une moyenne pondérée. Ok, donc je dis que tous les produits que j'ai vendus, ils ont un coût de production moyen de 76,02. C'est clair? Voilà. Donc, ce qui sera intéressant pour vous, c'est que lorsque vous aurez le deuxième produit, vous copiez-collez ce tableau, vous le mettez en dessous et ce qui vous permettra de suivre les produits B, ok? Maintenant, je vais continuer. Ça, c'était mon coût de production. Pour calculer mon coût de production, vous avez vu qu'il a fallu que je mette au point un tableau de suivi de mes stocks de matière, un tableau de suivi de mes stocks des produits finis. Maintenant, deuxième case, deuxième étape, ok, c'est calculer le coût de commercialisation. Et là, comme c'est assez simple, je vais mettre tout le reste, administratif, financier, etc. Ok? Alors là, qu'est-ce que j'ai j'ai des données qui sont pour la plupart issues de mes décisions. C'est pourquoi ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter quelques lignes. Ça c'est les décisions. Hein. Ça va être en gros vos inputs. Hein, ok. Combien est-ce que vous voulez avoir de commerciaux? Moi, en période 0, j'ai dit que je voulais en avoir 2. Quel est leur salaire trimestriel fixe? Moi, j'ai dit qu'en période 0, je voulais que ce soit 6 000 euros par trimestre, soit 2 000 euros chargés. Hein, ok. En gros, ça fait 1 700 euros net. J'ai dit aussi que au-dessus d'un quota que j'ai décidé à 750 euros, je verserai des commissions de 2,40 euros. J'ai dit aussi que les frais de déplacement seraient de 2680, c'est ça? 2680 ou plus, je ne sais plus. Non, je crois que c'est 2689, je vais aller vérifier. « 2680. C'est pas 2689. C'est 2680. 2680. Et je dis aussi que ma publicité, j'avais décidé à 2 000 euros. Ok? Donc, du coup, salaire fixe des vendeurs, commission, publicité, frais de déplacement et publicité. Alors, salaire fixe des vendeurs, c'est 2 fois 6 000. Les commissions, c'est égal à... Alors, en fait, ce que je vais faire,
excusez-moi, mais là, quand je fais, c'est du direct, ok. Je vais rajouter un truc hyper important, c'est mettre mes prévisions de vente. Et elles, je vais les mettre en vert. Ok, donc là, je dis que je prévois de vendre en 2008. Tu vois? Ça fait que du coup, là, dans mon tableau, vous savez, quand j'ai mis la prévision de vente, je vais renvoyer vers la cellule en haut, ok, 2008. C'est bon? Ça fait que les commissions, ça va être égal à quoi? Eh bien, égal à, ouvrez la parenthèse, les ventes, moins 2 vendeurs, fois le quota, multiplié par la commission, 2,40 €. Donc là, j'ai versé 2,40 €. Les 2,40 € correspondent aux quantités à la différence entre les ventes et le quota des 2 vendeurs. C'est bon? Ensuite, je fais mes frais de déplacement, c'est 2 vendeurs fois 2680. Et ma publicité, elle est à 2000. Ensuite, j'ai d'autres choses. J'ai le directeur administratif, la directrice administrative, l'assistant. Dans le manuel, on m'explique que lui aussi, il a 10 500, plus l'assistant 3 753, je crois. On me dit que j'ai des charges fixes qui correspondent au loyer d'un entrepôt 748. Et on me dit que j'ai des frais financiers qui, pour le moment, correspondent à 1,25%. Pour le moment, c'est 1,25% appliqué à l'emprunt hypothécaire qui reste à rembourser. Donc là, en période zéro, ce qui me restait à rembourser, c'était 125 000 fois 1,25%. Mais il est évident que si, par exemple, vous avez un découvert des emprunts et autres, il faudra faire un petit tableau dans lequel vous listez les emprunts, les taux d'intérêt et calculer les frais financiers. Là, c'est simple parce que pour le moment, il n'y a qu'un emprunt. OK? Donc, si je fais le total, attendez, là, il y a un gros souci là. Ah, je me suis trompée. Il y a un 0 de trop. Voilà. J'arrange un peu. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours pareil, c'est le coût à l'unité. Donc le coût unitaire, c'est 39 000 que je divise non pas par les quantités fabriquées, mais par les ventes. Tout ce qui est coût de commercialisation, administratif, frais de siège, frais financiers, tout ça, c'est toujours réparti sur les ventes, les quantités vendues et non pas les quantités fabriquées. Donc, je divise par mes prévisions de vente. Ça me fait un coût unitaire de 13,99 €.
C'est bon? Donc, si je fais le récap, ce que je vois, c'est que quand j'ai fabriqué des produits, ça m'a coûté 76,14 € par produit fabriqué. Mais quand je fais la moyenne pondérée avec le coût de production des produits qui étaient en stock, j'obtiens un coût de production moyen de 76,02 €. Ensuite, si je rajoute les coûts de commercialisation administratifs et financiers, ça me fait, donc je vais obtenir le coût de revient total. Donc, étape 3. Calcul du coût de revient total. Et là, donc ça me fait donc coût de production des produits vendus, concept D bien sûr, c'est mon CUMP, coût de commercialisation, admin et financier, ça me fait 13,94 €, ce qui me fait un coût total de 89,97 € de revient complet. 89,97 €. Et ça, c'est très, très important comme information. Pourquoi? Parce que c'est seulement maintenant qu'on va discuter du prix de vente. OK? Donc, si je fixe un prix de vente, alors comme c'est une décision, je vais les remettre là-haut où là j'ai tous mes inputs. OK? Si je fixe un prix de vente de 96 €, je vais faire le récap ici, prix de vente, 96 €. Donc ma marge par produit vendu, ma marge par produit vendu, elle est de 96 moins mon coût complet. Vous êtes d'accord? Donc, si je prends les décisions telles que je les ai mises là en période 0, ben ça m'a conduit à réaliser une marge de 6 €. Donc, ça veut dire que mon chiffre d'affaires prévisionnel, vous vous rappelez que dans la feuille de décision, il faudra mettre votre chiffre d'affaires prévisionnel. Je le connais. C'est mes prévisions de vente 2008 fois mon prix de vente. Mon bénéfice avant impôt sur les sociétés, il est de combien? Ben, c'est ma marge fois mes quantités vendues, mes prévisions de vente 2008. Mon impôt sur les sociétés, il est de combien? Ici, il est de 34%. Donc, je vais payer un impôt sur les bénéfices de 16 000 fois 0,34. Donc, mon bénéfice après impôt, yes,
c'est bénéfice avant impôt, moins impôt. Ça, c'est des chiffres clés. Ça, c'est des données importantes. Quel est votre chiffre d'affaires prévisionnel? C'est dans votre feuille de décision tout en bas. Quel est votre résultat après impôt? C'est dans votre feuille de décision en bas, 11 149. Vous voyez qu'à partir de là, ça, c'est mes données de la période 0, on est d'accord? Ça, c'est mes données de la période 0. Maintenant, supposons que moi, il faut que je prépare les décisions de la période 1, ok? Donc, la prof a annulé les données de la période test, on a remis tous les compteurs à 0 et elle nous dit que la deadline pour envoyer des décisions, c'est samedi à 18h. Bon, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller tout ça. Et modifier vos décisions. Donc là, par exemple, vous pourriez dire, eh bien, tiens, nous, on va vendre une machine et on va en acheter une neuve. Si on en achète une neuve, la capacité, c'est 900. OK? Donc, j'en vends une. OK? J'en achète, donc j'en ai moins une. OK? Donc là, j'ai moins 750. OK? Donc, ma capacité, en fait, c'est 3 fois 750 plus une fois 900. Ma capacité, c'est 3150. Combien est-ce que moi, je veux fabriquer? Alors, supposons que je veuille fabriquer supposons que je veuille faire 10% d'heures sup. OK? Je vais donc mettre ici des heures sup. Je veux faire des heures sup. Je vais en faire 10%. Je vais en faire 10%. Donc, je vais pouvoir fabriquer 3150 plus 315. Donc, ce que je veux fabriquer, c'est ça plus ça, donc avec les heures sup. Donc, je vais vouloir fabriquer 3465. Très bien. Ce que je veux, c'est embaucher un troisième vendeur. Ce que je veux, c'est augmenter de 50 € leur salaire fixe. Passer le quota à 900. Mettre la commission à 9 € à 2,45 €. 2,45 €. Bouger les frais de déplacement à 2800. Et mettre 3000 € de publicité. Et le prix, ben, je vais le monter à d'1 €. OK? Ben, tout s'est calculé automatiquement. Ah, non, il y a un truc que je n'ai pas mis, qu'il va falloir que je rajoute ici, c'est les heures sup. Alors, les heures sup, qui fait que c'est des heures sup? Pas l'encadrement, eux, ils sont au forfait, il n'y a que les ouvriers, donc c'est 20 ouvriers, j'ai toujours mes 20 ouvriers, fois 4160. Et c'est seulement les 10%, donc fois 0,10, qui supporteront un surcoût de 50% fois 1,5. Tout ça est marqué dans le manuel. Donc, mon coût de production, il est passé à 78,20 €. En période 0, il était à combien? À 76,14 €. Donc, je vous invite à mettre au point un petit graphique qui permettra de voir l'évolution du coût de production. Mon stock, alors là, je vais changer, je vais dire qu'en fait, je ne vais pas acheter 15 000, je vais acheter 12 000 et je les sors à 14 € parce que je ne vais pas m'engager, enfin, on est à 12,20 €, OK? OK, et aussi ce que je prévois, c'est pas de vendre 2008, mais j'espère qu'avec le troisième vendeur, un peu plus de pub, etc., on va me ramener au moins 3600. Voilà. OK, très bien, tout ça, ça s'est calculé automatiquement. J'ai bien mes prévisions de vente qui se sont actualisées, ma production qui est actualisée. Mon coût unitaire moyen pondéré, il est passé à 75,04, il a augmenté, c'est normal. Là, mon CVMP, il était à 76,02. Là, il est passé à
C'était là, et là, il est passé à 60. Attendez. Ouais, mon coût de production, là, il a baissé. Il est passé à 74, OK. Mes coûts de commercialisation sont à 13,42 et du coup, ben, si ce que j'ai prévu se réalise, alors mon chiffre d'affaires est de 349 000 et mon bénéfice après IS est de 20 295. Donc, graphique sur l'évolution de votre chiffre d'affaires, graphique sur l'évolution de votre coût de production, graphique sur l'évolution de votre coût de commercialisation, graphique sur l'évolution du coût de revient total, graphique sur l'évolution de votre marge, graphique sur l'évolution de vos parts de marché, etc. Vous êtes là? Oui. Oui, madame. Ah, ok. Depuis quand je vous ai perdu? Un peu moins d'une minute, 30 secondes. Ah, là, ça le refait.
Allô, vous m'entendez? Oui, madame. Bon, il y a eu un petit souci de connexion, désolé. OK? Alors, du coup, je ne sais pas où j'en étais au niveau de mon calcul. Je vais repartager ma feuille Excel. Est-ce que vous voyez ma feuille Excel? Oui, madame. Très bien. Où est-ce que j'en étais au moment où ça a coupé? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Vous étiez en train de changer les différentes valeurs pour voir OK, donc j'ai changé les différentes valeurs. OK. C'est juste en fait pour vous montrer que ben, si par exemple, je modifie des décisions, bon, ben, ça va forcément impacter mon résultat. OK. Si je mets, je sais pas moi, ici je mets 5 000 euros de frais de déplacement, un prix à 91, OK, ben forcément, voilà, j'ai modifié tout un tas de paramètres qui fait que du coup, mon bénéfice après impôt est tombé à 4 719 euros. Donc, l'idée, c'est que vous preniez des décisions, d'accord, en mettant au point des calculs qui vont vous permettre de suivre l'état de vos stocks de matière, suivre l'état des stocks de produits finis, être capable de calculer un coût de production, un coût de commercialisation, dégager le coût total et ensuite prévoir en fonction du prix de vente la marge que vous allez réaliser, le chiffre d'affaires, le bénéfice avant impôt, calculer l'impôt sur les sociétés et être capable de me donner une prévision de bénéfice avec des calculs à l'appui, de façon à ce que je m'assure que les décisions que vous prenez, ce ne soient pas des décisions qui sont prises comme ça à l'arrache devant la feuille devant le site web. C'est OK? Madame, mais j'avais une question. Oui. Et j'ai remarqué lors des périodes tests que euh, on ne connaissait pas en fait le facteur qui déterminait la performance des vendeurs. Donc, on peut prévoir peut-être qu'on Ben va là, vendre. qu'est-ce qui détermine la performance d'un vendeur? Ben, d'abord, c'est l'environnement. Ok. D'abord, c'est l'environnement dans lequel il est, le type de produit qu'il vend, la taille du marché. Ok. Et ensuite, il y a des éléments qui vont directement impacter la motivation du vendeur. C'est quoi? Ben, c'est son salaire fixe. C'est le salaire variable à travers les commissions que vous allez donner à partir d'un certain niveau de quota. Ce sont des frais de déplacement aussi qui sont susceptibles de jouer sur son motivation et la publicité également qui va accompagner bien évidemment la dynamique commerciale. Alors si vous montez trop, parce que vous pourriez vous dire, ah ben moi je vais lui donner 60 000 euros de salaire, ben voyons. C'est que si vous augmentez trop, ben ça va trop lourdement peser sur les coûts. Supposez que là, vous voulez être très très généreux, vous dites, bon allez, tiens, je te donne 12 000 euros. Bon, ben, très bien, 12 000 euros, vous vous rendez compte? C'est 12 000 euros de salaire fixe, d'accord, et vous mettez 20 000 euros de publicité. Mais même si vous, au lieu de 2 000, vous gagnez, grâce à ça, ils vont être super motivés, vos vendeurs, hein, plus une super publicité, supposons que vous arriviez à vendre 5 000. Est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable, mais tout ça pour ça, c'est rentable, mais enfin c'est rentable. C'est pas tant rentable que ça, parce que du coup votre coût a explosé. Hein. Vous êtes à 90,89 €. D'accord, vous vendez à 96, ça vous fait une marge de 5. Vous n'êtes pas sûr, je veux dire. Vous n'êtes là en plus, si vous voulez en mettre 2, vous en mettez 4. Je vous dis pas, hein, là vous êtes dans le rouge à mon avis. Hein. Oui, vous perdez de l'argent. Donc, ce qu'il faut, c'est mesurer attentivement. Bon, je vais enlever tout ça, ok. Mesurer attentivement l'impact de vos décisions, l'impact sur la structure de coût et l'impact sur la prévision de vente et le chiffre d'affaires et donc sur la rentabilité. Sachant que la motivation du vendeur, elle est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'au début, si vous augmentez son salaire, il est super motivé, au lieu de faire 8 heures, il va peut-être faire 10 heures,
Mais c'est pas parce que vous continuez à augmenter son salaire que le type va se mettre à bosser 20 heures par jour. On est d'accord? Et à un moment donné, quel que soit le salaire, le type, il y a des limites physiques qui font qu'il va pas bosser 18 heures par jour. Vous comprenez? Oui. À partir d'un certain niveau, l'investissement n'est plus rentable pour vous. Vous comprenez? Par ailleurs, rajouter un troisième vendeur, c'est pas parce que vous rajoutez un troisième vendeur que vous allez augmenter d'un tiers le gâteau, hein, le gâteau étant le marché. Parce que d'abord, il suffit pas d'augmenter les nombres commerciaux pour augmenter d'autant le marché, d'accord? Et puis en plus de ça, il est susceptible d'empiéter sur la zone des autres commerciaux. Ok, donc il peut y avoir une petite cannibalisation entre les vendeurs qui font que globalement l'efficacité, est-ce que ça valait le coup de recruter un troisième vendeur? C'est ça la question. C'est que vous, pourquoi vous voulez recruter un troisième vendeur, et qu'est-ce que vous attendez de lui? Si vous attendez de lui qu'il augmente d'un tiers les ventes, vous devez suivre attentivement l'impact. Si le tiers n'est pas au rendez-vous, c'est peut-être que vous n'aurez peut-être pas dû investir. Oui, ou alors peut-être vous allez peut-être vous rendre compte que d'augmenter de 25%, c'est déjà pas mal et que ça a impacté fort positivement la rentabilité de votre entreprise. Vous comprenez? Oui. Ok. Voilà, j'avais une question sur ce que c'est que. Enfin, vous pouvez expliquer ce que c'est que l'amortissement, s'il vous plaît? Je n'ai pas très bien compris. D'accord. Je vais prendre un exemple dans la vie réelle supposons que vous décidiez d'acheter pour l'ensemble de vos employés un vélo électrique. Ok? Vous décidez, il n'y a plus, on va dire que dans 10 ans, les voitures de société, ça sera lourdement taxé. Et donc, on va inciter les entreprises à financer, inciter les entreprises à ce que les salariés utilisent des vélos électriques. Donc, vous, en tant que chef d'entreprise, en supposant qu'un super vélo électrique, je prends un truc un peu de luxe, ok, et ça va vous coûter 5 000 €. Ok? Et vous dites, vu le prix, j'espère que chaque salarié va pouvoir l'utiliser pendant 10 ans. N'est-ce pas? Mais comme nous, on raisonne par trimestre, chaque année, il y a 4 trimestres, donc ça me fait 40 trimestres, ok? Donc là, je vais mettre année, trimestre. Donc, année, durée de vie 10 ans, soit 40 trimestres, ok? Donc, et supposons que vous ayez 20 ouvriers. Donc, ça veut dire que l'investissement, c'est quand même 5 000 fois soit 20, n'est-ce pas? Ce qui me fait un sacré investissement de 100 000 €. Si vous dites que ces 100 000 €, vous les mettez dans les coûts, vous faites exploser le coût de production, on est d'accord? D'accord. Donc, le vélo électrique, du fait qu'il va être utilisé sur plusieurs années, on considère que c'est de l'investissement. Ce n'est pas une charge comme un salaire, comme l'entretien, comme la matière première. C'est de l'investissement parce que vous allez l'utiliser vos employés vont l'utiliser pendant 10 ans. Donc, ce que je vais mettre ici, je pourrais rajouter une ligne, amortissement des vélos électriques. Ce que vous allez mettre, c'est du coup de dire que vous allez avoir un amortissement qui traduit la dépréciation. C'est-à-dire que je considère que là, à chaque trimestre, mon vélo de 5 000 € va perdre 1/40 de sa valeur. Ce qui est normal puisque vos ouvriers roulent avec. Donc à chaque trimestre,
le vélo, il perd de sa valeur 125 €. Parce qu'il est utilisé, parce qu'il va peut-être s'abîmer, etc. Donc, vous achetez un vélo. D'ailleurs, vous l'avez à peine sorti du garage qu'il vaut déjà plus 5 000 €. Oui, on risque de vous dire, oui, mais attendez, il faut une petite restriction de 50 €. OK. Donc, l'amortissement, c'est ce qui traduit la dépréciation de l'investissement. Et donc, quand j'en ai 20 comme ça, ben, l'amortissement de mes vélos électriques, comme c'est une perte de valeur, c'est donc quelque part un coût pour moi. OK? Donc, ici, je ne vais pas mettre le prix d'achat, jamais. Je vais mettre seulement la dépréciation, soit 125 fois 20, puisque j'en ai acheté 20. Donc, dans mon coût, quand vous allez fabriquer des produits, quand vous fabriquez un profilé métallique, quand vous observez votre profilé métallique, qu'est-ce qu'il y a comme coût? Il y a le coût de la main-d'œuvre. Il y a le coût de l'amortissement des machines que vous avez utilisées, la dépréciation de la machine, la dépréciation de la construction, la dépréciation des vélos électriques que vous avez mis à disposition de vos ouvriers, l'entretien et la matière première. OK? Donc, vous intégrez dans le coût la dépréciation de votre vélo. Et du coup, comme vous allez fixer forcément un prix de vente qui est supérieur au coût, à la fin, si vous faites une marge, c'est qu'à la fin, c'est le client qui paye le vélo. Vous comprenez? Puisque c'est intégré dans les coûts de vos produits. Ok. C'est bon? Parce que s'il n'y avait pas eu de vélo, ben, il n'y aurait pas de coût. S'il n'y aurait pas de coût de vélo, il y aurait moins de coût, il y aurait un coût plus faible. S'il y avait un coût plus faible, peut-être que vous l'auriez vendu à 95,50. Ou vous l'auriez laissé à 96, mais du coup, votre marge à vous aurait été supérieure. Vous comprenez? D'accord. Donc, en soi, on peut aussi faire du calcul d'amortissement. Enfin, il y aurait aussi de l'amortissement si en achetant des produits à partir du capital de l'entreprise, non? On peut aussi faire ça. Dans le sens, si la compagnie elle a gagné beaucoup d'argent, elle peut investir de l'argent pour le bien-être de ses employés. Donc, Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que là, par exemple, je pourrais dire, tiens, moi, j'ai gagné 11 000 €. D'accord? C'est de l'argent que je vais garder dans l'entreprise, parce que je pourrais le distribuer sous forme de dividendes aux actionnaires. Hein. Mais je vais garder cet argent et ça va me permettre de financer, par exemple, alors là, si je décide d'acheter des vélos à 5 000 €, moi, ça me coûte 100 000 €. Bon, là, je vois bien que je suis l'un du compte, hein, c'est pas suffisant. OK? 10 000, c'est pas suffisant. Donc là, soit vous dites, moi, j'ai suffisamment de cash dans l'entreprise et cet investissement, comment vous allez le financer? Ben, vous pouvez dire, je vais faire un prêt bancaire pour financer, à hauteur, par exemple, de 70 000 €. Et le reste, c'est de ce qu'on appelle de l'autofinancement. C'est-à-dire que vous considérez que vous avez suffisamment de cash pour financer à hauteur de 30 000 les investissements que vous avez faits. OK? Ok. Après, ce qui peut aussi exister, c'est de dire, comme j'ai investi dans des vélos électriques, eh bien, je suis dans un pays qui fait que si j'investis 5 000, je vais avoir un avoir fiscal de 1 000. OK? Donc, je sors de ma poche 4 000 pour chaque vélo, mais l'État me versera 1 000 € pour chaque vélo électrique acheté pour mes employés. Auquel cas, ça vient baisser le coût, ça vient sacrément baisser le coût. Hein, ça veut dire qu'en fait, il y a un coût fiscal qui fait que, ben, en fait, ça va baisser les impôts que vous payez, en fait. C'est presque une recette exceptionnelle, quoi, en fait. Hein, OK? C'est bon?
Est-ce que c'est un peu plus clair sur les décisions et le calcul des coûts et donc le prévision? Ouais, c'est plus clair. Mais du coup, ça serait possible d'avoir cet Excel ou pas? Ben non, parce que je vous assiste au rétro, en fait. Hein. Vous Ouais, c'est aurez vrai. juste à saisir 3-4 cellules et en 1 minute, c'est fait. Ok. Voilà, et Ça puis roule. il va se complexifier avec le produit B, le marché export. Moi, je vous ai donné la base, ok? Maintenant, à vous ensuite de, ok? Ok. Donc, Madame, oui. j'avais aussi une question par rapport à l'analyse des données des précédentes périodes. En fait, à travers la période test, on a remarqué qu'en fait, la stabilité d'une entreprise ne dépend pas forcément de son chiffre d'affaires et qu'il y avait aussi autres facteurs qui rentraient en jeu. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois comment est-ce qu'on peut savoir que notre entreprise est performante? Alors, dans quelle entreprise est-ce que vous êtes? Firme 1, univers 2. Je vais aller regarder directement votre entreprise. Univers 2, firme 1, ok? Vous êtes là, n'est-ce pas? Oui. Ok, bon. Déjà, ce que je regarde d'abord le chiffre d'affaires, ok? Je regarde le chiffre d'affaires, sachant que alors je vois que le plus faible est à 290, le plus élevé est à 416, mais pour moi, ce n'est pas le seul indicateur. Pourquoi? Parce que je vois, par exemple, la firme 6 qui a fait 417 000 de chiffre d'affaires, certes, elle a réalisé une belle performance commerciale, mais elle a une rentabilité très, très faible, trop faible. Donc, manifestement, c'est une firme qui a trop sacrifié sa marge pour s'imposer sur le marché avec une part de marché conséquente. OK? Donc, si je prends la firme 6, par exemple, elle est intéressante parce qu'il y a certes une performance commerciale importante, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi regarder la performance économique. Et sur la performance économique, c'est plutôt la firme 2 qui, elle a moins vendu, elle a un chiffre d'affaires qui est plutôt dans la moyenne, mais elle gagne beaucoup plus. Elle a réalisé 22 000 euros de bénéfices, alors que la firme 6 est à 1662. Par ailleurs, donc ça, c'est le point important. Hein. OK? Par ailleurs, ce que je vois, c'est au niveau de la gestion de la trésorerie, la firme 6, on voit qu'elle a produit beaucoup pour vendre beaucoup, donc elle a dû dépenser énormément de cash pour arriver à réaliser un tel chiffre d'affaires. Le problème, c'est que la trésorerie n'a pas suivi, parce qu'elle se retrouve avec des difficultés de paiement. Elle a un découvert là. OK? Donc vous, on va dire que vous êtes dans la moyenne. C'est pas mal. OK? Vous avez un chiffre d'affaires moyen. D'accord? Mais vous avez une rentabilité assez intéressante. Si je fais le résultat en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est pas mal. Et puis votre trésorerie, elle tient la route. Hein, vous n'avez pas de découvert. Bon, OK. Par contre, je me dis que là, il faudrait voir voilà, d'où vient la caisse. Est-ce que vous avez fait des emprunts? Je vais aller regarder la trésorerie. Oui, vous avez fait des emprunts. Mais ça, vous voyez, mais pour moi, vous avez trop emprunté. Parce que sur les 105 000 d'emprunts, il y en a les 3/4 qui sont dans le compte bancaire et qui enrichissent le banquier. Donc vous allez payer des intérêts sur 105 000 alors qu'en fait, vous n'aviez pas besoin d'autant emprunter. Vous comprenez? Puisqu'à la fin, il reste 74 000 à la banque. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand la performance commerciale, elle est alliée à la performance économique. Et pour ça, c'est la firme 2 qui est pas mal. Ok, merci bien. D'autres questions? –
Non, pas d'autres questions? Est-ce que c'est clair? Donc, à partir des calculs Excel, ce que vous allez pouvoir extrapoler, c'est le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est quoi? C'est votre chiffre d'affaires prévisionnel, moins le coût de production des produits vendus, c'est-à-dire les produits vendus fois le CUMP. Ça va vous donner une marge brute. Marge brute moins les frais de vente, les frais administratifs et les frais financiers. Ça vous donne le résultat avant impôt, moins l'impôt, ça vous donne votre résultat. Et à partir de la feuille Excel, vous devriez extrapoler le compte de résultat. Vous devriez aussi extrapoler le rapport de production, parce que le rapport de production, au fond, c'est quoi? C'est le tableau des matières premières que j'ai fait sous Excel et le tableau des produits finis que j'ai fait sous Excel. Et au prochain cours, je vous montrerai comment prévoir votre trésorerie, encaissement, décaissement. Ça, c'est au prochain cours. C'est pourquoi dans la feuille de décision, ici, pour la vraie période 1, vous allez me mettre prévision de votre chiffre d'affaires et prévision du résultat après impôt. Et ça, si vous n'avez aucune idée, vous mettez 0,0, c'est pas grave parce que je ne vous ai pas encore donné des explications pour que vous soyez capable de prévoir votre budget de trésorerie. OK? Oui, merci. Voilà. Donc maintenant, on va décider de la deadline. Donc, est-ce que vous voulez que j'initialise le jeu ce soir à 18h30 ou est-ce que vous voulez que je le fasse demain matin? Parce que je me dis, Demain matin. Peut-être Demain matin, je ferai ça. on peut continuer à regarder les 2 premières séances qu'on a fait de test. OK. Bon, vous savez quoi? Allez, je fais l'initialisation demain soir à 18h, OK? OK. OK? Maintenant, il faut qu'on décide de la deadline pour les décisions. En 2 minutes, je vais regarder le planning. Quand est-ce qu'on va se retrouver la prochaine fois? Alors, on se retrouve quand? On se retrouve le 18 mars, OK? Donc, et on se retrouve à 13h, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on va dire que la deadline pour envoyer vos décisions de la période 1 réelle, vous pourrez commencer à les saisir à partir de jeudi. On va les fixer au 18, au 17 mars, la veille, OK? C'est bon? C'est bon. 17 Oui, c'est bon. mars, deadline pour envoyer les décisions de la période 1 réelle. 17 mars, on va dire à 20h, OK? Et vous envoyez les décisions, plus vous m'envoyez la feuille Excel qui a servi. Alors, je vais partager mon écran. OK, vous allez saisir, qu'on soit bien d'accord, hein, vous saisirez les décisions de la période 1. On va refaire la période 1, on est d'accord, hein, OK? Et ensuite, vous irez toujours le 17 mars au plus tard à 20h, vous allez sur la messagerie, New Message, Message to Administrateur, et là, vous m'envoyez votre fichier Excel qui a servi de base pour préparer les décisions de la période 1, OK? Est-ce que c'est clair? OK. Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions? 17 mars, 20h, deadline pour l'envoi des décisions P1 réel plus envoi du tableau. Ensuite, on enchaînera sur la période 2, puis la 3, puis la 4, OK? N'hésitez pas avec la feuille Excel à commencer à mettre au point des petits graphiques
évolution de votre chiffre d'affaires, évolution du résultat, ok? Pas tout de suite, c'est trop tôt, mais à partir de la période de 2, vous pourrez mettre en abscisse P0, P1, P2, et là, on commencera à avoir des graphiques intéressants, des ratios de gestion financière que je vous présenterai, ok? On l'a pas déjà sur le logiciel? Il y en a quelques-uns dont vous pouvez vous inspirer, bien sûr. D'accord, ok. Ok? Ok, ce que je fais, c'est que je vous laisse regarder pendant 10 minutes vos résultats. Je suis là et si vous avez des questions, vous me les posez, ok? Ok.
Olivier, Alan, êtes-vous là? Olivier, Alan? Olivier, Alan, êtes-vous là? Madame? Oui. Ouais, j'aurais une petite question sur notre firme, en fait. C'est la firme 2 de l'univers 2. D'accord. Univers 2, firme 2. OK. Attendez, j'y vais le temps que j'y aille. Qui connaît Olivier Alan ici? Personne? C'est-à-dire connaître. Ben, je ne sais pas, il m'envoie des mails pour me dire qu'il est là, qu'il est connecté, mais quand je fais l'appel, il ne répond pas. Quand je lui envoie un message sur chat, il ne répond pas. Attendez, je vais voir. Les étudiants fantômes, c'est terrible, terrible. On joue au chat à la souris, là. Donc, univers 2, firme 2. Alors, allez-y. Quelle est votre question? Est-ce que vous voulez que je partage l'écran? Oui, pourquoi pas. Voilà, ok. Voilà. Ah, ben j'ai parlé de vous en plus tout à l'heure. Il nous semble, oui. Ok. Non, notre question, c'était pour avoir une petite explication sur la différence de vente qu'on a eue entre la seconde période et la première. Parce que oui, en effet, on a ajusté certains paramètres, mais on se demande comment est-ce qu'on peut vraiment anticiper les ventes qu'on fait, parce que ça peut être préjudiciable. En fait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, prévoir les ventes. Vous savez, c'est comme dans la vraie vie, vous aurez la boutique le matin.
Combien est-ce que vous aurez de clients? Bon, on peut faire des études, hein, si c'est le mardi, selon la saison, le type de produit, vous pouvez avoir des approximations. Mais là, si je regarde vos résultats, voyez-vous, en période 1, vous avez vendu beaucoup, 4306, au prix de 90 €. En période 2, d'abord, ce qui a fait que vous avez vendu un peu moins, c'est le fait que vous ayez augmenté votre prix. D'accord, ça c'est une première chose. Et ce qui a fait aussi que vous avez vendu moins, c'est que vous n'êtes pas seul sur le marché et qu'il y a des concurrents. Et donc, il y a des concurrents qui ont vu que vous aviez fixé un prix à 90, ils ont dû voir que vous aviez raflé la mise sur le CA, et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les prix. Il y a la firme 3 qui est partie encore plus loin que vous, à 89. Pendant que vous remontiez les prix, les autres cassaient les prix, particulièrement la firme 3, avec 89 €, la firme 5, et la pire, c'est la firme 6, 87,99 €. Vous voyez? Donc, si vous voulez, il y a une réaction de la concurrence. Vous êtes remonté un peu, alors même que vous étiez le moins cher. En période de 2, vous avez dû voir que ça avait grignoté votre marge. Du coup, vous remontez le prix. Le problème, c'est que en cassant les prix comme ça en période de 1, vous avez donné un signal à la concurrence qui fait les autres ont baissé le prix pendant que vous remontiez le prix. Et du coup, d'un trimestre à un autre, vous êtes retrouvé le plus cher, alors qu'en P1, vous étiez les moins chers. Un des moins chers. Et ça, c'est compliqué de prévoir. Parce que d'abord, il faudrait d'abord savoir ce que vos concurrents vont faire. Mais même eux ne le savent pas pour le moment. Vous voyez? Donc ça, c'est une info que vous ne pouvez pas avoir. Ce que vous devez faire, c'est mettre en place une stratégie cohérente dans le temps, cohérente par rapport à vos capacités, cohérente quant à son impact sur la rentabilité, ok? En cohérence par rapport à la stratégie que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous partez plutôt sur une stratégie de volume, produire beaucoup pour vendre beaucoup, assurer une domination par les coûts, compétitivité par les prix, ou est-ce que vous voulez plutôt avoir une stratégie de différenciation? Vous ne voulez pas vendre beaucoup, mais quand vous vendez, vous voulez avoir un taux de marge conséquent et jouer sur l'attractivité commerciale des vendeurs et de la publicité, sachant qu'ici, la grosse limite, c'est que vous ne pouvez pas utiliser la réelle qualité du produit ou qualité du service. Et donc, il y a aussi le facteur part de marché qui fait que quand au début on vend moins, enfin on vend moins cher, on aura plus de clients qui vont être fidélisés. Mais le problème, c'est que oui, dans la vraie vie, on pourrait effectivement penser qu'il y a une certaine inertie, une fidélité. Le problème, c'est que moi, l'inertie, je ne la vois pas trop forte ici parce que sinon, on fige les positions. Vous comprenez? Vous êtes là pour que 4 séquences de jeu. S'il y a trop d'inertie, on fige le jeu, en fait. Hein. Donc, attendez, je vais partager un écran là. Je vais regarder les parts de marché. Non, attendez, je fais n'importe quoi. Là. Vraiment, je fais n'importe quoi. 2 minutes. C'est pas ça que je voulais faire. Part de marché sur... Non, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la part de marché de la firme numéro 1, ok? En P0, il y avait 16. Vous êtes la firme 2, vous me dites? Voilà, oui. Ok. Bon, ça, c'est les parts de marché de la firme 2, où on voit que vous avez attaqué fort. Ouais. Okay. Ça, je vais mettre en bleu là. Ça, c'est la moyenne, ok, de l'univers. Vous avez attaqué fort, mais le problème, c'est que les autres ont réagi. Et du coup, ça vous a fait perdre quelques points. Regardez, la firme 1, elle n'a pas vraiment réagi. Elle est assez stable. Et la 3, certes, elle a accusé le coup là, en P1, mais en P2, elle a contre-attaqué. Qui c'est la 3? Qui c'est qui est dans la firme 3? La 4, ça va, pas trop de réaction. La 5, la 7. Okay. Qui c'est qui est dans la 7? C'est Elias. Qui c'est qui est dans la 7? Bon, oui, donc ce que vous devez faire, c'est quand vous prenez des décisions, c'est vous dire, bon, mais comment va réagir la concurrence? Et qu'est-ce qu'il est supposé se passer sur le deuxième trimestre? Vous allez finir par les connaître, vos concurrents. Vous allez finir par comprendre leur stratégie. Et donc,
Ce qui marche, c'est ceux qui arrivent le mieux à anticiper la réaction des autres à t'épuisant. Ok. Vous comprenez? Oui. Et juste, c'est une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y aura des événements un peu aléatoires qui vont arriver ou pas, genre, c'est-à-dire une machine qui est défectueuse, ce genre de choses? Mais franchement, je ne sais pas trop le faire parce que d'abord, l'objectif, c'est quand même d'asseoir un peu votre. C'est pas évident, vous voyez, vous avez quasiment aucune notion, ok? Donc, je ne vais pas trop vous embrouiller avec les événements aléatoires. Déjà, si vous arrivez sur 4 séquences de jeu, être capable de calculer des coûts de revient, prévoir des chiffres d'affaires, prévoir des bénéfices, calculer l'impôt sur les sociétés, calculer des parts de marché, faire une analyse stratégique, c'est énorme, au fond, en 12 heures de cours. Hein, ok? Il y aura quelques événements, mais c'est des événements qui vont plus vous porter dans votre stratégie comme opportunité de lancer de nouveaux produits, opportunité d'aller à l'export. Mais je ne vais pas vous plomber en mettant une crise du Covid qui fait que tout le monde va rester à la maison, quoi, hein, ça c'est clair et net. Ça n'a aucun intérêt. On est d'accord, ça marche. Bah, merci en tout cas. Ok, pas de souci. Madame, Oui, on a vu aussi qu'il y a une firme qui a licencié un vendeur et qui a quand même dû payer des frais de licenciement. Comment est-ce qu'on peut les calculer, ces frais? les frais de licenciement, c'est 1 mois et demi de salaire. Ok, il y a 1 mois et demi de salaire. Donc, vous comptez 1 mois et demi de salaire d'indemnité de licenciement. Ah, ok. Merci. Ok. Bon, ben écoutez, il est 17h28, donc on va arrêter là. Donc, je reprends le timing, ok? Notez bien, s'il vous plaît. Demain soir, à 18h, j'initialise le jeu. C'est-à-dire que je vais annuler. Ah, Alan Olivier est arrivé. Bon. C'est-à-dire que demain soir, à 18h, je vais initialiser le jeu. Ok? Ça veut dire que je vais annuler les décisions de la période test et les résultats. Donc, ça veut dire que demain soir ou jeudi, à partir de jeudi matin, quand vous allez vous connecter sur le site, il n'y aura plus aucune trace des données de la période test et vous pourrez commencer à préparer vos décisions. En tout cas, vous avez jusqu'au 17 mars, 20 heures au plus tard, pour saisir et envoyer les décisions de la période 1 en vous basant sur les données de la période 0 qui ne changeront pas. Et par la même occasion, toujours sur le site de Polytech, le site du jeu, vous allez vous allez sur la messagerie et vous m'envoyez le tableau que vous avez mis au point et qui vous a servi à prendre vos décisions. Ouais, mais enfin, Olivier, Alan, bon, je veux bien que vous ayez coupé le son, mais je vous ai envoyé un message. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu un étudiant fantôme, quoi. Hein. J'ai envoyé un message. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez suivi du cours, là? Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous avez suivi du cours? Rien. Vous comptez sur vos potes. C'est qui vos potes? Dans quelle firme vous êtes? Pas du tout. Hein? Olivier Alan. Dans quelle firme il est, Olivier Alan? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je n'entends pas. Oui, mais vous avez coupé le son de la réunion. Mais je vous ai envoyé un message, vous n'avez pas répondu. Je suis sincèrement désolé. J'entends pas ce que vous dites. À ça, comme je vous ai expliqué, j'étais en train de tenir une réunion. J'entends pas ce que vous dites. Avec mes camarades de classe. Ouais. Une réunion avec mes camarades de classe en appel en visioconférence afin de regarder nos résultats et de voir si on n'a pas des questions à vous poser avant la prochaine séance. Bon, écoutez, ok. C'est bon, bah écoutez, il est 17h30. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle soirée.
Bonne soirée, madame. Au Et je revoir. vous dis à très bientôt. Ok, au revoir. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tiens, au revoir. Au revoir, madame. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.